Aujourd'hui, dans le Point Genius, à la veille de la sortie du 5e et dernier volet de la saga Indiana Jones, nous allons revenir sur le plus abouti, le plus apprécié, le plus génialement incompris des 4 précédents, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Bon, il n'y a pas d'intro spéciale aujourd'hui. Ouais. Non, parce qu'en fait, je voulais faire une intro, mais il me fallait du temps, du budget. Qui a dit du talent, là? Ouais. Bref, on passe de suite au sponsor de la vidéo, qui est... Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est un service, vous allez voir, c'est super sympa, NordVPN. Mais non, mais voilà, c'est malin. Mais qu'il est con. Mais oui aussi, quelle idée là. T'as un super service qui te sert à te protéger des attaques malveillantes, mais non, monsieur préfère n'en faire qu'à sa tête. Écoute petit gars, j'ai traversé cette galaxie d'un bout à l'autre et j'ai jamais vu un truc capable de me protéger des malandrins les plus tenaces. Et c'est pas NordVPN qui dirigera ma vie à moi. Personne n'a dit que ça allait diriger ta vie, tu lances le truc et ça se met en tâche de fond. Et tu t'occupes de plus rien. En tâche de fond, mais ça doit drôlement ralentir ton bourrin du coup. Pas du tout. Imperceptible. Ouais, mais moi j'ai plein de machines bizarres. Tu peux protéger jusqu'à 6 appareils sur ton abonnement, y compris les appareils mobiles pour éviter de te faire traquer via les réseaux publics. Ça arrive vraiment ça? Oui, ça arrive vraiment. Ah ouais, merde. Et puis tu peux te connecter aussi partout dans le monde via plus de 5000 serveurs pour profiter des sports inaccessibles chez nous, comme la F1, le foot US ou le curling, ou profiter de certains catalogues sur les plateformes de streaming plus ou moins accessibles selon les tambouilles des distributeurs. Enfin, pour aller partout dans le monde, j'ai un avion pour ça. Ouais, et on a vu comment ça a fini. C'était pas ma faute! Ah non, mais c'est jamais de notre faute quand on se fait happer par les dangers d'internet, mais c'est pas une fois que c'est trop tard qu'il faut venir pleurer. Et c'est facile d'utilisation, accessible à tout le monde, c'est ultra intuitif. Allez, je vais prendre un abonnement alors. Tu fais bien. Et puisque c'est toi, je te fais même une petite promo en cliquant sur le lien en description. Je sais. Ah, t'es trop chou. Indiana Jones, c'est vraiment l'aventurier qui a posé les bases de ce type d'aventure, qui a inventé le genre cinématographique. Alan Quatermain, Lara Croft, Uncharted, tous sont des héritiers directs du plus célèbre des archéologues. Oui, mais Indy n'est pas le premier. Il est lui-même inspiré de Picsou. De quoi ? Bah oui, George Lucas, le papa de Star Wars et d'Indiana Jones, était fan des aventures de l'oncle Picsou depuis tout gamin. À l'époque, a déclaré George Lucas, la télé n'offrait pas beaucoup de divertissement, et c'est à travers les BD qu'il pouvait s'évader, et notamment avec le héros de Karl Barks. Donc Indy n'a rien révolutionné, c'est ça ? Ah, j'ai pas dit ça, mais lui-même est un enfant spirituel de notre canard préféré. Ok. Et bref, Indy, c'est devenu en 1981 la référence de l'aventurier au cinéma, la figure dont tout le monde s'inspire aujourd'hui. A noter qu'à la base, Harrison Ford ne voulait pas du rôle. Il avait déjà joué dans 2 films précédents de George Lucas, et c'était donc Tom Selleck, Magnum, qui devait interpréter le rôle. Mais bon, ça s'est pas fait pour de sombres raisons d'emploi du temps. Il avait latin entre midi et 2, et du coup c'était incompatible avec les horaires de tournage. Et vous verrez que cette anecdote n'aura pas le moindre intérêt dans la suite de cet épisode. Abonnez-vous pour d'autres histoires aux F du cinéma. Non, mais les 2 Indiana Jones partiront quand même à l'aventure ensemble sous la forme des 2 rongeurs les plus connus, Tic et Tac, les Rangers du risque. Tic et Tac, les écureuils là? Quel rapport? C'est plus des Tamias en fait, ou des Chipmunks en anglais. Mais ouais, c'est ça. Regarde comment ils sont habillés. Mais... Oh putain! Bon bah abonnez-vous, partage, la cloche, tout ça, hein. J'arrête l'épisode là. Hein. Ah bah non, de toute façon il n'y aura rien de plus intéressant après ça. Hein. Bon, si. Et donc, pour un retour fracassant, il fallait marquer les esprits, trouver l'idée géniale qui allait justifier ce comeback, faire encore plus fort que le précédent, et sans Sean Connery en plus. Faut dire que dans le 3e, le gars retrouve juste le Saint Graal, hein, le truc qui nous tient depuis 6 livres et au moins 4 films dans Kaamelott, et que pour l'instant on n'a toujours pas la queue d'une piste. Difficile de créer une hype encore plus intéressante, et pourtant, David Koepp, le scénariste, réussit cet exploit haut la main, avec cette incroyable intrigue autour de mystérieux crâne de cristal, qui, il est vrai, est devenu une expression courante tellement il occupe nos vies de tous les jours pour parler d'un truc impossible à trouver. Comme la fusion nucléaire, hein, par exemple, on dit c'est le crâne de cristal de la science. Et là, en termes de frissons chez le spectateur, ça évoque directement tellement de choses. Le seul truc encore plus fort que ça aurait été Indiana Jones et le mystère de la télécommande coincée entre les coussins du canapé, ou Indiana Jones et les clés de bagnole rangées dans le sac à leur place où on a déjà cherché 12 fois mais que là elles réapparaissent par miracle. Ou pour la version plus adulte, Indiana Jones et la légende du clito de ta copine qu'on se demande si elles n'ont pas inventé toute cette histoire juste pour nous faire yesh et qu'en fait il n'y a rien à trouver. Bref, il fallait vraiment un mystère de ce niveau-là pour créer tout le sel de ce film, tout réinventer tout en gardant tout pareil.
Et on attaque direct le film sur un plan de marmotte. Et moi, les marmottes, c'est vraiment mon 17e animal préféré. C'est pas une marmotte. Ah bon? Non, bah je déteste alors, on c'est de la chiasse. Mais on en profite pour accueillir Dari de la chaîne Temps Mort, qui va être un peu notre expert des mythes et légendes sur cet épisode. C'est un peu ton dada, hein, on peut le dire. On peut le dire, tout à fait. Complotistes mes amours, bonjour, et surtout, bienvenue à PH. Bah non du coup. Ah non, bah non du coup. Attends, puisque c'est moi qui viens... Ah, vas-y, enchaîne, je vais réfléchir à la question. Une bande de jeunes trous de balles les double dans la Ford 1932 de Harrison Ford dans American Graffiti. American Graffiti, le deuxième film de George Lucas, le papa d'Indiana Jones donc. Et avec Harrison Ford déjà. C'est bon, vous suivez? Bon ok, y a pas le toit, c'est un roadster là, pas un coupé comme dans le film de 1974. Et c'est un V6, pas le V8 d'Harrison Ford. Et les passages de roues, et le truc est noir et pas jaune, mais sinon voilà, c'est la même base, il y a juste les options qui changent quoi. On apprend dans le générique qu'il y a bien un superviseur des effets visuels, hein, vous allez voir pour la suite que c'est très important. Finalement, les militaires tournent vers un site d'essai nucléaire pendant que les jeunes filent tout droit. Et on voit que le film est produit par George Lucas et Kathleen Kennedy. Qu'est-ce qui pourrait bien les travers avec un tel casting? Les militaires arrivent à la base et ils sortent Indy du coffre. Cate Blanchett sort à son tour de la voiture, hein, on n'en finit plus de faire sortir des gens, et expose son petit accent ukrainien tout plein d'appropriation culturelle. Et d'où est-ce que vous imaginez que je suis? Elle tente la télépathie mais n'y arrive pas, contrairement à moi. Et la chaîne financièrement sur Tipeee et KissKiss dans le banque. Et comme elle n'y arrive pas, elle propose un toucher rectal. Ils entrent dans le hangar de la zone 51. Et putain, cette musique me hante. Ça fait à peu près 2 ans que ma fille est bloquée à ce niveau-là dans le jeu Lego Indiana Jones. Il y a vraiment une super optimisation de l'espace. Hein. C'est effectivement exactement comme ça qu'on rangerait tout le matos le plus ultra secret dans le monde dans des caisses BD en vrac, hein, derrière une porte épaisse comme ma chemise. On menace Indy de le finir en brochette à kebab et on le charge de trouver la fameuse boîte. Il cherche une boussole, mais bien entendu, personne n'en a. Il réclame alors de la poudre noire hein, pour les balles pour récupérer la boîte. Le métal dans cette poudre nous montrera le chemin. Il jette alors la poudre métallique en l'air et elle est attirée par la fameuse boîte qui dégage donc un champ magnétique d'environ 152 milliards de Tesla. Il vide alors toutes les grenades dans un capi parce que parmi les 48 militaires présents, pas un seul n'a une aiguille à frotter pour s'improviser en boussole comme on apprend en CE2 et parce que c'est vrai que c'est carrément plus pratique et carrément moins dangereux de vider des grenades hein, plutôt que de s'amuser avec des petits piquants pointus. Même pas besoin qu'ils soient pointus en plus. Indy jette donc la poudre en l'air hein, puisqu'elle n'est attirée que en suspension. Hein. Dans le képi, elle n'est pas soumise au champ magnétique équivalent à celui d'un pulsar. C'est que quand elle est en l'air. Les parois du képi font gainage. Mais bizarrement, aucune de leurs armes ou boucle de ceinture ou piercing de sgeg n'est attirée non plus. Ils trouvent la boîte et l'ouvrent à l'aide de baramines qui restent collées au corps. Tandis que leurs armes ne sont toujours pas affectées elles. Contrairement aux lampes qui commencent elles à bouger. Le truc était toujours magnétique il y a 3 minutes hein, et donc toutes les lampes auraient dû pointer vers la caisse. Mais il est vrai qu'un ensemble de lampes pointant tous leurs rayons lumineux vers le même point, face à un scénario qui réinvente les lois de la physique selon comme ça l'arrange, ça aurait été moins intéressant. Toutes les merdes au sol se mettent à rouler vers la caisse, tandis que les armes, elles, sont toujours uniquement constituées de tofu, puisqu'elles ne sont pas affectées par la caisse. Leur plaque autour du cou se dirige bien vers la caisse, mais par contre, hein, ils arrivent à la manipuler sans qu'elle soit attirée par la voiture. Enfin, logiquement, ça serait la voiture qui serait attirée par la caisse. La voiture va pas bouger, elle, a priori, hein, donc c'est la caisse qui, normalement, devrait venir se coller. Mais là, non. Ian vient de voir une photo d'Emma Watson, ils ouvrent la caisse et on découvre une sorte de sarcophage momie, enveloppe qu'Irina s'empresse d'ouvrir. Ça fume, c'est chelou, mais tout le monde reste là à contempler ça sans masque. Les lampes torches fonctionnant probablement à la guimauve liquide ne sont pas non plus attirées par le sarcophage à la différence des lunettes du professeur. Et on apprend alors que, oh là 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 là, surprise, Mac, le pote d'Indy, est en fait un traître, comme à peu près tous les potes d'Indy. Et l'aventurier s'en sort une nouvelle fois avec une pirouette, et Indy redevient Han Solo et les gardes des Stormtroopers. Voilà, tout le monde tire à côté. Cate Blanchett se tire en bagnole avec la caisse et Indy la poursuit. Il tape un mur façon Holdo tellement les caisses explosent à son contact. Oh tiens, l'Arche d'Alliance. Les rageux diront fanservice. Indy s'échappe par les coursives, tandis que les militaires appliquent la méthode la plus efficace, à savoir tirer et courir en même temps. Non, mais c'est vraiment la procédure de toutes les armées du monde. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Et ça fait la bagarre, et ça casse du verre. Le colonel atterrit sur une console et déclenche un compte à rebours. Ça c'est typique de George Lucas. Hein. On s'en fout de la finesse du mécanisme. Tu veux ouvrir une porte, tu shootes la serrure. Tu veux fermer la porte, tu shootes la serrure. Tu atterris sur une console avec plein de boutons, ça déclenche un compte à rebours. Logique. Une sorte de fusée se met en route parce que
L'entrepôt hangar à merdier de trucs ultra secrets protégé par une porte aussi épaisse que ma chemise est également dans le même bâtiment qu'un laboratoire de recherche spatiale. Ou un truc du genre. Indy assomme le colonel, tombe dans la fusée et prépare un méchoui avec les soldats. Les deux gars se prennent 830 G dans la tronche que même Vegeta est jaloux et débaroulent la Mach 16 au milieu de la famille de marmottes en CGI magnifique. Je confirme, c'est pas des marmottes. T'es spécialiste des canards ou des marmottes aussi? Non mais là c'est facile, pas besoin d'être spécialiste. Peu importe, c'est tellement sublime de réalisme que ça pourrait être des ragondins, des tortues ninja ou même Astronico en slip rouge, ça serait la même chose. C'est le test de Rorschach, ces trucs, hein, tu vois ce que tu veux. Ça, c'est beau. La fusée terrestre stoppe net et nos deux compères sont un petit peu sonnés. Indy s'échappe et va se planquer derrière une colline et personne ne le retrouve. Il tape alors une petite crapahute au soleil levant et tombe sur une charmante bourgade bucolique. Les soviétiques le poursuivent jusque dans le bled où il se planque chez des gens. Bon, bizarrement, personne ne répond, et il n'y a pas d'eau qui coule au robinet. Alors que pourtant, la télé, elle tourne bien. Comme quoi, on a vraiment des priorités. La famille, en fait, sont constituées de mannequins test. Non mais en vrai, vous tombez dans ce genre de canfouine. C'est pas le truc le plus flippant que vous pouvez trouver au monde, sérieux? Quand soudain, une sirène retentit. C'est pas bon signe. Et généralement, les sirènes, même quand elles sont petites, c'est pas tout à fait bon signe. Oh, la jolie petite bombe nucléaire. Bon bah là, il reste 15 secondes à Indy pour survivre à une explosion nucléaire. C'est donc la fin du film qui aura duré moins de 20 minutes. Et après, on dit que les films sont de plus en plus longs. Ah non, c'est bon, non, finalement, il fait la chose la plus sensée, à savoir se planquer dans le frigo qui a un revêtement en plomb. Parce que oui, dans une explosion nucléaire, ce qui va vous faire le plus mal, c'est surtout le coup de soleil, hein, les rayons gamma qui vont passer à travers tout, sauf à travers le plomb donc. Les personnes qui n'auront pas un écran total protection 2 millions vont vraiment passer un sale quart d'heure. Oui, les retombées radioactives, genre le césium et compagnie, ou le souffle, ça peut faire du dégât. C'est moins cool que le goûter d'anniversaire de ta petite nièce à bouffer des quarts en sac. Mais bon, c'est quand même rien, hein, comparé au flash qui va te cramer les parties génitales. Vous êtes déjà morts, vous êtes déjà tous morts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit sur les images que le truc se met à cramer d'abord. La lumière est tellement intense qu'elle fait fondre les trucs avant même que le souffle arrive. La voiture des Troufions se fait aspirer par le souffle, tandis qu'Indy leur passe au-dessus en frigo volant. Donc pour le moment, le film a commencé depuis 20 minutes et le mec s'est déjà pris 12 840 G dans la tronche. Mais ça va, il le vit bien. Le frigo fait 714 tonneaux alors que la porte, elle, reste bien fermée. Et alors que notre aventurier préféré vient de frôler la mort, il tombe pile en face d'une de ces putains de marmottes en CGI magnifique. C'est pas des marmottes. Ta gueule. Foutu pour foutu, hein, il se dit que tant qu'à faire, autant aller profiter du spectacle. Ah, et finalement, il est bien capturé. Mais par les Yankees cette fois. Ça interroge sur le contenu de la boîte magnétique quand soudain, le général 3 étoiles débarque avec le petit message de prévention si cher. Dieu merci. Vous ne savez donc pas qu'il est dangereux d'entrer dans un réfrigérateur. Ces engins peuvent être des pièges mortels. Oui, c'est pour ça que c'est une DeLorean de Retour vers le futur. Hein. C'est parce que Spielberg ne voulait pas que les enfants jouent dans les frigos et se fassent piéger. Ah non, mais je vous dis, abonnez-vous pour toutes les anecdotes cinéma les plus osef. Ici, il manque plus que le petit regard caméra et le bandeau du gouvernement manger-bouger pour être encore plus subtil. Petit blabla pour mettre en place le suspense, et le janitor se permet de remettre en doute l'intégrité de notre Indy préféré. Votre association avec George McHale rend toutes vos activités suspectes. Et pour qui il se prend, quoi? On retrouve le professeur Slughorn et Indy de retour derrière le pupitre de prof, quand le doyen du collège avec la voix d'Anthony Hopkins lui annonce que le FBI a fouillé ses affaires. Le FBI a débarqué ce matin et a fouillé tous vos dossiers. Harold Zidler avec la voix du comte Dooku lui annonce alors qu'il a été viré. J'ai démissionné. Dans la mesure où le choix ne lui avait pas été laissé. Tout s'enchaîne très très vite. On arrive alors supposément chez Indy, où Timothy Cavendish avec la voix de Magneto. Il est temps de mettre un terme à sa carrière. Le nœud-pape défait en train de siroter un verre de brandy. Je veux pas savoir ce qu'ils ont fait juste avant pour qu'ils se retrouvent dans cette tenue, hein. Et il se lamente sur ce qu'est devenu le pays. On apprend avec tristesse qu'Henry Jones et Marcus sont morts. Indy se demande où est la couille en montant dans son train qui est à l'heure. Là, un gars débarque en courant et il bouscule le contrôleur de manière totalement gratos. Et Shia LaBeouf arrive, casquette de traviole, sur sa moto sur le quai du train en toute normalité. Parce que c'est bien connu que pour chercher quelqu'un, le mieux c'est en plus de conduire une moto en plein milieu de la foule, quoi. Il repère Indiana Jones et se met à poursuivre le train qui démarre. Louis Stevens parle à Indy et le plan d'après, on ne sait pas pourquoi, Indy est descendu du train qui pourtant était déjà parti. Entre ça et le sous-marin du premier, il a quand même une utilisation des transports en commun fort étrange, ce monsieur. Mutt, avec la voix de l'excellent Alexis J.D. Thomasian, évoque pour la première fois le crâne de cristal découvert par Oxley. Vous trouvez un genre de crâne, un
crânes de cristal. Oh la PH, je te coupe entre 5 minutes et 1h45 parce qu'avec le sujet des crânes de cristal, on a le combo parfait entre la hype et le fake. Oui, je sais ce que tu vas me dire. C'est une œuvre de fiction, c'est pas un documentaire historique, mais je vais y revenir plus tard. Tous les crânes de cristal du monde sont authentiques. Oui, je l'avoue. Ils sont réels. Ils sont réels, mais ils ont tous été fabriqués à partir du XVIIIe siècle. Quand nos érudits occidentaux ont commencé à s'intéresser à la culture mésoaméricaine, il y a des gus, que je qualifierais de petits filous, en Amérique centrale et aussi en Europe, qui se sont dit un petit peu comme Jacques Grimaud avec ses conférences. Mutt vole une bière, Indy repose la bière, la serveuse se barre avec la bière, et la nana qui avait manifestement commandé la bière s'encore total et continue à vivre sa vie pendant que son pote siffle sa bière alors qu'il n'a même pas commencé à toucher son verre de coca. Et Mutt évoque la cité perdue d'Akakor, une cité en or massif avec 5000 ans d'avance technologique. C'est la mère de Mutt qui lui a demandé de retrouver Indiana Jones car c'est le seul à pouvoir retrouver le crâne et la fameuse cité perdue. Comment s'appelle votre mère déjà? Marie Williams, vous vous souvenez d'elle? Et bien entendu, à ce moment-là de l'histoire, on n'a aucune idée de qui est cette fameuse Marie Williams. Deux représentants en chapeau débarquent et Mutt leur dit que lui, il préfère les casquettes et donc il sort un schlass. Mais les gars ont vraiment envie de leur vendre un chapeau. Et du coup, ça part en marave. Tu devrais essayer de mettre des chapeaux. Non, je préfère les casquettes, faut vraiment que je te montre ma collecte. Ah ouais, hyper. Non mais déconnez pas les gars, on a des super chapeaux. Et en plus, ils tiennent même pas le vent fort. Mais foutez-moi la paix. Il se fait happer dans une caisse et leur explique de manière très diplomatique qu'ils ont quand même moins des têtes de cons sans leur chapeau. Franchement pas convaincus par leurs produits de qualité plutôt médiocre, Indy redescend donc de leur showroom ambulant et remonte sur la moto de Mutt qui change de fil. Une deuxième voiture de chapeau débarque et ils défoncent le portail et les pots de fleurs tel un Link énervé débarquant chez des inconnus. Nos héros les sèment alors dans les couloirs de la fac et les chapeaux reviennent du diable Vauvert et les attendent pile à l'endroit où ils sortent. Mais nos chapeaux font le GPS aussi. Les cocos foncent dans une statue de Marcus Brody et sa tête tombe aux mains des rouges. Ça fait marrer Mutt, mais moyennement papy comme. Mutt fonce rendre ses livres en retard avant de se prendre une pénalité, et on admirera le zèle du gars chargé de cirer le sol. Indy résout l'énigme en 2-2, et go le Pérou. Il passe au-dessus des géoglyphes, et là c'est vraiment n'importe quoi. Les trucs ils sont collés les uns aux autres, alors que normalement ils sont espacés, ils sont pas orientés dans la bonne direction. Non mais, il faut arrêter de dire de la merde. Enfin, ils sont quand même plutôt proches dans la réalité quand même. Ouais non mais moi, à ce compte-là, je te prends une aiguille à tricoter, une cartouche d'encre, et puis je deviens tatoueur aussi. Tu chipotes. Ils retrouvent la trace de leur pote à l'asile et Mutt ne comprend pas comment il parle. J'ai fait l'espagnol et j'ai pas compris un mot, c'est quoi ça? C'est du quechua, ils voulaient me refiler une tente, je les ai envoyés bouler. Mais ils font des super kawaii aussi, ça peut être utile. J'ai une tête à porter des kawaii. Sinon ils ont aussi des super sandales de Jésus, ça tient pas chaud au pied l'été. Ouais mais c'est quand même moche hein, et j'ai essayé de marcher sur l'eau, ça marche pas. Ils arrivent dans la cellule d'Oxley qui semble avoir complètement perdu la boule, mais qui a quand même gravé des trucs bien propres, hein, bien profonds sur les murs de sa cellule. Ils trouvent un nouvel indice et débarquent dans un cimetière en pleine nuit, parce que bien évidemment. Et se font attaquer par Nairo Quintana sous EPO. Le gamin se lance dans une imitation très réussie de Michael J. Fox. Oh, ça va. Indy trouve la manette qui va activer un mécanisme vieux de 1000 ans, mais qui fonctionne encore, puis il tombe sur des squelettes au crâne chelou. Puis il découvre une sorte de vase, serre-livre goodies en plastique dégueulasse avec du papier bulle dedans, un truc qui magnétise même l'or. Dernier petit truc qui est tout de même capital, le British Museum possède un crâne et il l'expose. Si PH, je te l'ai dit tout à l'heure, mais tu m'écoutais pas. Les autorités scientifiques du musée, quand elles se sont rendues compte qu'elle s'était fait enfler, un petit peu comme quand PH vous dit « Non, t'inquiète, je te rappelle ce soir », eh bien elles ont retiré ce crâne de l'exposition, elles l'ont rangé dans les réserves. Et le résultat, les visiteurs ils se sont mis à gueuler. Et suite à cette grogne, des gens qui voulaient voir le crâne de cristal alors que le monde entier savait que c'était un faux, le musée il a cédé. Et aujourd'hui on peut le voir dans une vitrine avec un petit cartel qui dit que son origine n'est pas vraiment certaine, la question reste ouverte, c'est peut-être un faux mais peut-être pas, on n'est pas sûr, il vient peut-être du Brésil alors le doute subsiste. Hein. Bon, on est libre de trouver ça totalement honteux, hein, de se foutre autant de la gueule des gens sachant que toutes les preuves sont là pour dire que c'est un faux, mais est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose de la perfide Albion, je vous le demande. Papy déduit alors toute l'histoire. Pourquoi? Ils ressortent de là et se font encore accueillir par les nazis communistes. Finalement, ils font une petite croisière sur le Nil de l'Amazone et Galadriel débarque. Petit blabla sur la nouvelle arme suprême et retour de Papy Zinzin. En fait, ce serait le cristal qui parle aux gens et qui les rendrait qu'à lui. Et donc, comme d'hab, c'est Indy qui va s'y coller. Les ondes cérébrales s'agitent, le presse-livre commence à s'agiter et Indy communique par télépathie avec Oxley. Et bim, Marion avec la voix de Clara Clayton débarque. Ne me touchez pas, sale pourri de Ruskov de merde! Maman! Marion qui est donc la fameuse Marie Williams, hein, la mère de Mutt. La classique engueulade d'ancien couple thème si cher à Spielberg, et du coup, va falloir qu'ils coopèrent. Écriture spontanée, j'aurais dû voir ça. Te flagelle pas, c'est vrai que c'est tellement subtil. Oxley dessine un truc.
Et Indy déchiffre le code. Les lignes ondulées signifient le soleil avec l'arc, les yeux fermés dans le ciel jusqu'à la durée. L'horizon et le serpent. Maintenant, une pensée. Ne veut pas dire la terre, mais le temps. L'horizon près l'un de l'autre. L'eau est endormie jusqu'au grand serpent. Oui, jusque-là, tout est clair. Là, Mutt se dit que... Bon, voilà. Oui, t'as déjà vu ça? Crac, un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. T'as raison, c'est vraiment de la merde, les temps de Quechua. Et il tombe dans les fameux sables mouvants. C'est dans le cahier des charges de tous les films d'aventure. Devant la problématique de l'urgence, Indy envoie Papy Zinzin chercher de l'aide. Mutt revient avec, forcément, un serpent, et Papy Calu avec les cocos. Bien entendu. Dans l'affaire, on a quand même appris que donc le père de Mutt est Indy. Re-engueulade, re-bourre-pif et re-échappage. Ça tire, ça explose, ça conduit vite. Henry Jones Jr. Non, vraiment, meilleur casting. Prendre William Hurt juste pour tourner en boucle comme ça, c'est comme si j'invitais la séance de Marty juste pour parler de la VF de Mario. Incroyable cette VF, putain! C'est l'extase! Ou Dari pour parler des marmottes. C'était pas des marmottes! Le mec est obsédé par ces bestioles. Et ça passe d'une bagnole à l'autre en roulant, et ça tire super précis, à distance, au jugé sur une charrette en mouvement, mais voilà, toujours dans le pare-brise. Et bourre-pif, et ça sort les armes nobles d'une époque civilisée. Je suis de la CIA. Merde, finalement Mac n'est pas un traître mais un agent double. Et on joue au rugby avec le crâne. Mutt et Irina se lancent alors dans un combat tout aussi épique que celui des artistes CGI de ce film contre leur propre logiciel. C'est presque aussi long, intéressant que dans Fast and Furious 7, ou 8 ou 9, quand ils sont sur leur piste d'atterrissage de 77 km. Marion donne des conseils plutôt que de regarder la route et se prend une branche dans la courge. Mutt tente une Jean-Claude Van Damme, et pour une raison certaine, le pilote communiste reste en ligne droite plutôt que de juste donner un simple petit coup de volant pour le faire tomber. Indy débarque alors. On change de voiture, encore. Irina se retrouve avec Marion. Décidément, leur route dans la jungle, c'est la 6, quoi. C'est toujours tout droit et c'est interminable. Ça rechange de bagnole, rebourre-pif. Ah non, mais c'est vraiment pas le moment de partir pisser à ce moment-là du film, tellement il se passe de choses. Mutt nous fait une Morpheus. Irina récupère le crâne et Mutt se fait happer par une liane. Et on arrive enfin à la fin de cette putain de route. Putain, on a plus de route! Oui, ben on a vu, c'est pas la peine de gueuler non plus. Et là, Spielberg décide de pousser le curseur de crédibilité encore un poil plus haut avec une scène mémorable de Tarzan qui amène Mutt directement pile poil sur la mouille d'Irina qui se fait attaquer par les macaques devenus potes à la vie et à la mort avec Mutt après avoir partagé cet instant d'intense complicité. Il récupère le crâne, la bonne voiture, mais se gare comme Ace Ventura. Irina, qui est vraiment l'amie des bestioles, visiblement, commence à se faire bouffer par les fourmis. Et puis alors tu sens que c'est de la bonne fourmi bien vénère d'Amérique du Sud. Les gars se carapatent sans Marion parce que balèque total, encore du bourre-pif, ça tire encore depuis un véhicule en mouvement, donc ça tire à côté, et Marion revient avec la bagnole parce que ta gueule. Et bien entendu, elle aussi a une tête par balle. Indy et Huxley sont à deux doigts de servir de menu à un gangbang interspéciste, quand soudain, le pouvoir du crâne se révèle. Je me demande bien comment ils ont fait pour dresser les fourmis à agir comme ça. Irina grimpe sur une souche d'arbre, autobloquante, mais que les fourmis de l'enfer arrivent à désautobloquer et trouvent une liane bien à propos pour se suspendre. Bon, finalement, même l'air n'est pas assez autobloquant non plus, et une téméraire tente le coup avant de se faire exploser la chitine. Bourre-pif. J'aime me battre. Et Igor tombe dans les fourmis qui l'amènent carrément dans leur tanière. Dans son ventre, vous découvrirez une nouvelle forme de douleur et de souffrance. En étant lentement digéré pendant plus de 1000 ans. Tout compte fait, je suis pas très chaud. Là. Tout le monde remonte dans la bagnole et saute dans le fleuve dans un plan CGI à peine perceptible où ILM au sommet de leur art repousse encore les limites du faisable. Et dans une scène que même après avoir eu 7 ans et enterré le Père Noël, on y croit encore à fond. Ils partent patauger dans le Mékong. Papy Zinzin, qui n'est plus capable de savoir où il a rangé ses noyaux, sait quand même que la rivière à cet endroit-là précis forme 3 belles cascades. À 3 reprises, il tombe. Et ils partent donc en canyoning. À 3 reprises, il tombe. Mais de quoi il parle? C'est déjà miraculeux qu'ils écoutent le gars, mais en plus ils ont même pas compris le truc aussi évident. C'était pourtant pas bien subtil. Et là où Mike Horn ou Bear Grylls se seraient tout simplement tués à la première, là ils enchaînent les chutes de 40 étages. C'est vrai, je crois pas qu'on l'ait vu cette unité de mesure là, donc voilà, à rajouter dans le petit carnet, l'étage, très important. Donc 1 et 2 et 3. Après, bon, les chutes d'Iguazu, c'est toujours sympa à visiter. Par contre, il vaut mieux prendre le chemin de l'autre côté. Comme il reste encore 20 minutes de film et qu'on n'a pas le temps pour le pourquoi, il tombe pile poil sur l'entrée en forme de crâne. Oh bah ça tombe bien alors. Un peu de mansplaining. D'autres adorateurs du soleil. Oui, mais ce n'est pas le soleil qu'ils adorent. En même temps, Marion, si c'était pour dire ça, bon... Et Huxley nous donne enfin l'explication en montrant son crâne qui ne correspond pas du tout à celui du dessin. Est-ce que c'est le même?
Non, ok, bah elle est juste complètement con en fait. Il s'avance dans le temple quand soudain, des créatures peu engageantes sortent des murs. C'est quoi l'annonce pour ce genre de taf? Cherche mec avec une gueule de con pour boulot de garde de temple. Votre mission sera de rester planqué derrière des murs des journées entières, des mois voire des années sans voir personne, des fois pliés en 16 dans des tuyaux au plafond. Les visiteurs ne sont pas du tout garantis. Envoyez votre CV plus lettre de motivation à tuer des gens à l'adresse suivante. Surtout que contorsionné comme ça, au bout de 15 minutes, tu cours plus après personne. Hein. Tes jambes c'est des estraces, hein. De la mozza après 10 minutes à 250 degrés. Nos amis débarquent au Parc Phoenix sur un fond vert des plus qualitatifs et se font attraper encore une fois. Bon, finalement, les gentils sauvages sont à peu près aussi malins que les fourmis et Irina et ses sbires débarquent sur leurs traces. Ils grimpent au sommet du temple, résolvent une nouvelle énigme totalement révolutionnaire et se mettent à casser des trucs qui va activer un autre truc. Ils ont oublié de mixer la voix de Mac. C'est la même en VO hein, d'ailleurs. Et là, par miracle, des mécanismes ultra complexes en caillasse et recouverts de mousse, de lichen, de lianes, etc. se mettent à se mouvoir tout en souplesse. D'autres mécanismes qu'on comprend pas bien l'utilité d'un truc aussi complexe ni comment ça peut encore fonctionner se mettent eux aussi à fonctionner. Suspense et ouf, ça va. Ils étaient qu'à 20 cm du sol puisque le truc avait probablement été un peu grippé hein, depuis le temps, donc du coup ça leur a laissé le temps de bouger. Ils poussent un peu plus avant leur exploration et finalement Mac était bien un traître. Ah là 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 là. Et il débarque dans les archives du Louvre, mais super mal conservé, hein, plein de toiles d'araignée. Papy Zinzin se pointe devant la porte avec son crâne magique, encore un mécanisme incroyablement complexe pour rien et non réversible, qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'à présent, et le temple révèle ses secrets. La salle du conseil des Jedi, mais version Swarovski. Oxley va pour remettre le crâne à sa place sur le reste du monsieur, et Mac les retrahit, et Irina débarque tout en swell. Elle repose le crâne, et le corps reprend à peu près vie. Et Papy Zinzin se met à chanter la Macarena. Ils veulent nous faire un cadeau. Irina fait son vœu et tel le repère d'un méchant de James Bond, tout se met à se casser. Mac se carapate mais est poussé par sa cupidité. Papy Zinzin retrouve alors la raison et un portail dimensionnel se crée. Il s'échappe dans un déluge de VFX absolument somptueux, mais pas Marion qui était là et pouf pouf disparu, et les cocos se font aspirer, ainsi que Mac les poches pleines. Bon, Irina gobe un peu trop d'informations et se fait griller le ravioli. Nos héros se taillent dans une série d'épreuves Ninja Warrior avec encore des roues et des trucs qui tournent, et finissent encore trempés en haut de la montagne pendant que le temple Vessoiti décolle. Enfin, on a le seul élément historiquement crédible. Les extraterrestres nous trouveront tellement débiles qu'ils n'auront même pas envie de rester pour visiter un décathlon. Oui, je sais, mais comme Indy a cramé toute leur tente tout à l'heure, j'essaie d'équilibrer un peu. Les cailloux retombent, la nature reprend ses droits. C'était le savoir, leur trésor. Quel twist incroyable, absolument jamais vu. Au-dessus, il n'y a plus que le... Et à la fin, il se réveille, c'était qu'un rêve. Bouleversant. Et ça finit en mariage entre Indy et Marion. Et le destin rappelle notre increvable Indiana Jones vers une 5e et dernière mission en salle mercredi. Merci à mes potos Super Canard et Temps Mort pour leur participation. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas, allez voir des films et le génie est partout. PH, j'ai fini. Oh!